merci Rebecca, pour ta présentation. J'aimerais bien juste essayer de relier un peu la première partie de ta communication avec à la deuxième, et en me référant à cette appellation qui a été réservée par Denis Klinkenberg à la littérature belge comme à toute autre littérature francophone. Il parle surtout, n'est-ce pas, de la littérature mineure, d'une littérature mineure, d'une petite littérature. Ce, ce sont, à mon avis, des appellations très négativement connotées, je dirais, n'est-ce pas, parce qu'elles amoindrissent en fait la valeur de cette littérature. Et là, j'opterais, je trouve que cette appellation irait mieux avec ce que représente l'écriture de Vera Feder, une littérature de l'intranquillité. C'était l'appellation qui a été proposée par Lise Gauvin, n'est-ce pas? Elle a écrit même un ouvrage là-dessus, une littérature de l'intranquillité, en parlant de littérature francophone en général, n'est-ce pas, de leur intranquillité due à la nécessité de trouver leur identité, de trouver une langue qui serait la leur, non pas forcément cette langue française centralisée, etc., n'est-ce pas? Donc, de trouver une langue non seulement au sens propre, n'est-ce pas, de la langue française, de la langue d'écriture, etc., mais aussi de trouver un imaginaire, une manière de dire, de se penser également. Donc, je trouve que cette appellation qui a été proposée par Lise Gauvin convient très bien, à mon sens. Je suis curieuse d'avoir ton avis. Euh, à la caractéristique de Vera Feder. Je pense notamment à sa poésie qui est très pénétrée par la douleur, par la souffrance, parce que Vera Feder, comme tu l'as dit, n'est-ce pas, elle est marquée dès le début de son enfance par un grand traumatisme. Euh, et puis l'œuvre romanesque ou l'œuvre narrative, parce qu'il s'agit aussi des nouvelles, qui sont très marquées par cette sorte d'intranquillité, je dirais intranquillité identitaire. Et là, je me demande que, euh, comment tu vois ça dans son œuvre dramatique. Est-ce qu'il y a aussi ce genre d'intranquillité identitaire dans dans ces pièces? Est-ce que tu vois ça à un autre niveau peut-être que dans le cas des œuvres narratives, mais est-ce que ça reste là manifesté avec cette force que je connais de sa poésie ou de l'œuvre narrative? Merci beaucoup, Yudita, et merci beaucoup pour cette appellation que j'ignorais, j'avoue, l'intranquillité. Bien évidemment, l'appellation de la littérature mineure ou petite porte un poids dépréciatif et défavorisant en quelque sorte. Et on sait très bien que la littérature donc proposée par les écrivains belges, c'est une littérature qui est loin d'être moindre ou petite, n'est-ce pas? Et dans tous les niveaux, dans tous les genres, que ce soit le théâtre, le narratif ou bien la poésie. Quant à la donc deuxième partie ou deuxième question à propos de cette quête identitaire, bien évidemment, elle transperce, moi je dirais qu'elle constitue en quelque sorte la base de l'œuvre théâtrale, de la production théâtrale de Vera Feder, euh, où quasiment chaque personnage a du mal à se reconnaître et cherche
recherche son identité, ce qui est très souvent, et c'est, à mon avis, c'est un trait particulier, mais pour moi très fascinant chez Vera Feder, que cette quête identitaire se fait chez Vera Feder au théâtre sous la forme du théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire que les personnages jouent des rôles et de nouveau, ce théâtre dans le théâtre se fait sous différentes formes, c'est-à-dire ou bien des répétitions théâtrales sont montrées et font partie de l'intrigue. Et il y a dedans et derrière très souvent justement cette recherche d'identité, la volonté de se trouver ou de s'approprier l'identité du personnage joué, ou la volonté de cacher sa propre identité, la volonté de cacher l'incertitude face à son identité. Et donc, il y a aussi, donc, un cas, ce sont des intrigues ou des pièces où les répétitions théâtrales, les répétitions de pièces de théâtre sont données, font partie de l'action, mais il y a des pièces où les, les personnages prennent part dans un jeu théâtral à leur insu. Donc ensuite, on découvre que ce qui se passe, et le personnage avec le lecteur-spectateur découvre que ce qui se passait, ce que nous avons regardé ou lu, c'était justement un théâtre, c'était un jeu préparé par quelqu'un d'autre. Et à mon avis, c'est aussi une façon justement de manifester cette incertitude identitaire, cette une certaine une façon aussi de rechercher son identité. Et par exemple, dans la pièce Emballage perdu, donc j'ai essayé de proposer une lecture à travers la théorie de René Girard et du triangle mimétique, où donc il est question du modèle de l'imitateur et de l'objet. Et là, en effet, il y a donc deux personnages féminins dont l'un euh, imite, imite son ami. Donc veut s'approprier en quelque sorte de l'identité de son ami à travers différents éléments, différentes choses. Et ce qui est en quelque sorte triste dans cette pièce, c'est que ce triangle mimétique n'éclate pas, n'est pas en quelque sorte détruit, mais tout simplement les rôles sont renversés et le triangle perdure, continue à fonctionner, c'est-à-dire les amis, les deux amis changent de place, mais il y a toujours de l'imitation, de la rivalité et de la violence derrière. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Mhm. Merci, merci Yudeta. Est-ce qu'il y a d'autres, les deux Yudeta d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas comment faire pour lever la main, ma petite main. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Jacek, tu peux parler, s'il te plaît. C'est gentil de ta part. Juste, les deux Yudeta, il y a cette notion qui m'intéresse beaucoup, non pas dans le contexte belge, mais dans le contexte plus large. Je pense là à la littérature de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. Et si l'on dit, enfin, il faut Deleuze, Guattari, bien évidemment, et c'est pour dire Kafka pour une littérature mineure. Et là, je ne voudrais pas faire de la littérature belge ou des Belges une minorité. Au moins, là, l'idée est de voir le travail d'une minorité dans la langue majeure. C'est ainsi qu'il faut bien comprendre. Ce qui fait que cette catégorie n'est pas
pas du tout dépréciative. Mais j'ajoute tout de suite qu'elle me semble toujours, et même de plus en plus euh, utile dans les études, dans la réflexion sur les littératures qui, on le sait, et moi je le sais, et certains d'entre nous le savent très bien, à partir des prix Goncourt. On attribue de plus en plus souvent aux auteurs qui ne sont pas français, mais qui sont francophones, et en plus, je n'entre pas dans la discussion exotique ou pas exotique, pas du tout exotique. Et entre parenthèses, Madame la Présidente me permet, j'ai envoyé un petit chat pour faire la publicité de l'ouvrage qui me semble entrer dans le cadre. Certaines d'entre vous le connaissent certainement. L'ouvrage de Marie Girard, Claude de La Fontaine, qui parle justement, excellemment d'ailleurs, de la littérature belge, d'une autre époque, mais quand même de la littérature. Je me mets. Merci. Je me tais, j'allais dire. Merci, Jacek. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je remercie beaucoup pour pour cette petite note sur le chat et c'est avec plaisir que je vais découvrir le livre de Marie Giraud-Claude Lafontaine. Euh, je le promets ici. Merci, Yudhita. La publicité continue et elle apporte des fruits déjà. Mais je crois qu'il manque, que l'année manque. C'est quelle année de la publication? L'année L'année dernière, dernière. 24. L'année dernière, d'accord. Mhm. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, juste une petite pour terminer à l'heure d'ailleurs. Yodeta, est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu et expliquer la notion de cette, ce mythe nordique et puis comment est-ce que et comment, si c'est le cas, l'œuvre de Vera Feder s'inscrit dans le mythe nordique? Hmm, À ton avis, ouais. c'est bon. Non, à mon avis, elle ne s'inscrit pas. C'est-à-dire, justement, au moins au niveau de son œuvre théâtrale, je vois pas de marque qui témoignerait de son origine belge. Ce sont toujours des thèmes réputés universels, surtout l'amour, la liberté aussi, une une constante réflexion sur l'art et l'art lié à la vie, comment l'art s'inscrit dans la vie, comment la vie est inspirée par l'art, dans quelle mesure l'art, le théâtre peut permettre à continuer la vie de se dérouler, mais le mythe nordique, Non. je le vois pas. Ok. Si je Ok. peux, Merci. si je peux juste ajouter, parce que Yurda a parfaitement raison, parce que en fait, ça ne l'intéresse pas. La Belgique ne l'intéresse pas du tout, en fait, n'est-ce pas? Elle rejette la Belgique. Lorsqu'elle quitte la Belgique, tu as dit à 17 ans, n'est-ce pas? Elle va à Paris. Elle quitte la Belgique et elle n'y revient pas pendant très très longtemps, parce que en fait, c'est le rejet de ce pays qui a pour elle, pour Vera Feder, la Belgique est coupable de la mort de son père. C'est-à-dire, il y a eu un Belge, il s'est trouvé un Belge Mhm. qui avait dénoncé son père à la Gestapo. Et donc, c'est à cause de cela que sa famille, qui n'était pas vraiment la famille, parce qu'il n'y avait pas de lien c'est-à-dire, Mhm. ils n'ont pas été mariés, ses parents. Mais donc, c'était pas au sens strict une famille, mais pour elle, c'était bien évidemment une famille. Mais ça s'est terminé avec cette dénonciation, avec le départ de son père, avec la misère dans laquelle elle est tombée avec sa mère, n'est-ce pas, après ce départ, puis la mort de son père dans des conditions complètement atroces. Et, euh, et voilà, c'est donc un rejet
absolument sincère de la Belgique. Ça n'intéresse pas de s'inscrire de quelque façon que ce soit dans tu vois, dans cette constellation belge. Donc, c'est l'universel, comme il a dit. Oui, et il y a même, euh, je crois qu'on le connaît toutes les deux parce qu'on s'occupe de Vera, de son œuvre, de l'œuvre de Vera Feder. Il y a un essai autobiographique intitulé Liège où c'est une trentaine année, une trentaine d'années après qu'elle revient à la ville et elle aperçoit cette ville à travers cet événement d'il y a plusieurs années où justement son père, pour la dernière fois, est monté dans un wagon à bestiaux pour trouver la mort finalement. Et c'est à travers cet événement traumatisant qu'elle aperçoit la ville de sa naissance. Donc oui, le mythe nordique, c'était beaucoup plus pour Verhaeren, pour Gelderod surtout, Ça, c'est... qui donc y revenait sans cesse, qui nourrissait ces pièces de théâtre de Eulenspiegel, mais aussi de conflits entre les Flamands et les Espagnols. D'ailleurs, par exemple, Gelderode lui-même, plusieurs fois, il a ouvertement avoué qu'il regrette beaucoup de parler français parce qu'il se sent flamand. Malheureusement, il a eu cette malchance, comment dire, les circonstances de vie ont fait qu'il doit écrire en français et pour lui, c'était une tare. C'était quelque chose qu'il voulait ne pas posséder en quelque sorte, la connaissance du français au lieu de parler et d'écrire en néerlandais. Mhm. Ok. Bon, je repose la question. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole encore? Sinon, on va terminer à temps, hein. Merci beaucoup, Yodeta, encore une fois pour cette présentation. Et comme c'est dans notre habitude, j'annonce tout de suite la prochaine conférence invitée de Pléiada qui aura lieu le 8 mars, samedi, un samedi à 10 heures. Et c'est Joanna Choleva de l'Université de Białystok qui va nous présenter ses recherches. Bien sûr, on va vous communiquer en avance le titre et toutes les informations, et fournir toutes les informations nécessaires. Et aujourd'hui, j'espère qu'il fait aussi beau qu'ici, avec plein de soleil, vraiment une Oui. très belle journée. Donc, Yodeta, encore une fois, un grand merci. Grand merci pour la gravitation, Cosmos, etc. Et Juste peut-être un petit mot de ma part. Moi, je voudrais remercier tout le monde d'avoir voulu consacrer 1 heure et demie du samedi matin pour écouter un peu ce que j'ai à dire. Et merci encore une fois. Et ben, j'espère à bientôt, d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'on va se voir et parler littérature, pas forcément littérature belge, peut-être française. Merci beaucoup. merci, c'est nous qui remercions. Donc, voilà, je peux clore notre séance d'aujourd'hui en remerciant encore une fois Yodeta et bien sûr tout le monde qui a assisté à cette conférence, en vous invitant cordialement à la prochaine et à suivre les informations de Pléiada qu'on vous envoie régulièrement
d'un type ou l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Oh, merci. 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 Bien, do Au widzenia. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. OK. To ja już mogę chyba zakończyć spotkanie, bo do widzenia. Dziękuję Dziękuję bardzo. Do bardzo. widzenia. Do widzenia.